C'est incroyable! Le hold-up absolu. C'est hallucinant! 3 points. Voilà. Oh là 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 là! Le shoot de l'année de Pugitor! Que c'est beau le basket. Oh punaise que c'est beau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est SP Time numéro 6, et oui déjà c'est maintenant et en direct sur la page Facebook Le Populaire Sport. Soyez les bienvenus à l'émission du service des sports du Populaire du Centre qui durant 45 minutes va analyser, décrypter et débattre bien évidemment sur l'actualité du Limoges CSP et du basket. N'oublions pas que cette émission est possible grâce au soutien technique et logistique de la section audiovisuelle du lycée Maurice Bastiat Limoges où nous enregistrons en direct ce 6e épisode de CSP Time. Notre invité, c'est le grand malchanceux de la saison du Limoges CSP. Après une préparation pleine de promesses, il a été fauché à quelques semaines du début de la saison par une rupture des ligaments croisés du genou. Opéré, il est en pleine rééducation et sort tout juste d'un séjour de 3 semaines à Cap-Breton. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit de Jean-Baptiste Maille qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Salut Jean-Baptiste, sois le bienvenu. Bonjour à tous, merci beaucoup. On retrouve également autour de la table Alexandre Pain, la voix du basket sur Flash FM 89.9, hein, c'est ça, je ne me suis pas trompé. C'est ça, exactement. Bonjour à tous. Salut Alexandre. Et le spécialiste basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot. Salut Mathieu. Salut Jean-Christophe. Au sommaire des 4 cartons de ce CSP Time, nous commencerons par un retour sur la victoire du Limoges CSP face au Mans. C'était samedi et une victoire qui a propulsé le Limoges CSP à la 2e place du classement de la Pro A. Ensuite, nous nous tournerons vers notre invité Jean-Baptiste Maille pour évoquer avec lui sa blessure, évidemment, sa convalescence, sa rééducation, ses espoirs sans doute aussi pour la fin de la saison et un petit mot aussi, on va évidemment sur le parcours de son équipe et ce qu'il pense de cette équipe du Limoges CSP. À la mi-temps, nous répondrons à vos questions. Vous pouvez les poser d'ores et déjà sur la page Facebook Le Populaire Sport. N'hésitez pas. Dans le 3e quart-temps, celui du débat, nous tenterons de répondre à la question de savoir ce qu'il faut faire de cette Eurocup. On arrive maintenant sur les 2 derniers matchs de la phase régulière. Ce sont 2 matchs qui comptent pour du beurre. Faut-il les jouer? Comment? Est-ce qu'il faut s'investir à fond? Est-ce que les matchs de Pro A sont les plus importants? On verra ça. Et dans le dernier quart-temps, enfin, sera consacré à la Pro A et à la capacité ou pas du Limoges CSP à rester en tête du classement. Pourquoi pas plus haut? Ou est-ce qu'il sera plus bas? C'est ce que nous verrons dans ce dernier quart-temps. Et nous finirons bien évidemment avec les tops et les flops de ce CSP Time numéro 6. C'est parti pour le CSP Time numéro 6. Voilà, on va commencer par faire un retour sur le match de samedi. C'était contre le Mans, c'était le match au sommet de la Pro A. On a vu un CSP plutôt laborieux pendant 3 quarts-temps pratiquement. Et puis sortir de sa boîte dans le 4e quart-temps et plier cette affaire dans les 10 dernières minutes avec le soutien d'un Beaublanc qui était quand même assez volcanique samedi soir. Jean-Baptiste, tu as vu ce match. Est-ce que c'est la meilleure équipe qui a gagné samedi soir? Eh bien oui, forcément. Après, certes, on a quand même couru après le score durant 3 quarts-temps, mais on avait plus de fraîcheur physique sur la fin de match. Et on a su répondre présent au bon moment. Danny Gibson a mis des gros tirs qui ont permis notamment de passer devant. Donc l'effort collectif, notamment en défense, a fait du bien et a permis de remporter ce match. Mathieu, qu'est-ce qu'il faut penser de ces 3 quarts-temps laborieux où Limoges n'a pas trouvé la solution face au Mans? Pas grand-chose. Moi, j'ai plutôt envie de retenir le dernier quart-temps, même la 2e mi-temps du CSP. C'est vrai que le match a été un peu dégueulasse pendant plus de 20 minutes. Le CSP a perdu 12 ballons. Mais il pointait, malgré ça, il n'était pas si loin que ça du Mans. Et puis en 2e mi-temps, il ne perd que 2 ballons, il met les shoots importants, il hausse le ton en défense. Moi, j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit des joueurs. Ils ont été chercher cette victoire, visiblement ça leur tenait à cœur de rester invaincus. Alors oui, c'est pas le plus beau match de l'année, de loin, mais la victoire est importante. Elle survient quand même après une victoire à Berlin quand même, faut pas l'oublier, où les Limougeaux avaient dû laisser un peu de gomme en Allemagne, donc seul le résultat compte. Et puis je trouve que ouais, c'est fondateur quelque part de gagner ce genre de match dans la difficulté sans être super bon. Alex, j'insiste sur ces 3 quarts-temps parce qu'ils me tiennent un peu à cœur. Voilà, on a vu Limoges incapable de trouver une solution. Alors effectivement, il y a ces 10 dernières minutes où sur des shoots, quelque part des exploits individuels, on arrive à faire plier le Mans. Mais ces 3 quarts-temps où on n'arrive pas à trouver de solution, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas ?
Moi, j'ai envie de presque de dire tant mieux. Tant mieux de ces 3 quarts temps parce que Limoges est à moins 10 pendant pas mal de temps. Ils oscillent entre moins 6, moins 10 et pourtant ils lâchent pas. Et comme disait Mathieu, je pense que c'est ce genre de victoire aussi qui peuvent construire un état d'esprit. Et mentalement, je pense que c'est presque un mal pour un bien de se retrouver comme ça pendant une mi-temps menée et de réussir à rester au contact. Parce que je pense que ce genre de scénario se déroule la saison dernière, c'est fessé à la fin. Et on voit que sur plusieurs matchs depuis le début de la saison, le CSP ne lâche pas et reste au contact. Et comme disait Mathieu, sur l'état d'esprit, ils sont là, ils sont présents. Donc j'en suis presque pas satisfaite de cette première mi-temps, mais elle veut dire quelque chose. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il faut penser du soutien de Beaublanc? Il a été fort, il a été puissant samedi soir. Est-ce que quelque part, lui aussi, au moment où ça bascule, dans le dernier quart-temps, ça compte aussi et ça pèse aussi bien sur le Mans, aussi bien aussi ça booste l'équipe de Limoges? Oui, évidemment, on sait que le public, quand il est comme ça, c'est quand même incroyable. Pour des joueurs, c'est vraiment un plus et un gain d'énergie. Donc évidemment, ça a joué sur la fin et les gros tirs que doit mettre Le Mans, quand ça pousse derrière nous, peut-être eux, ils ont la main un petit peu plus fébrile. Et nous, au contraire, ça galvanise et ça monte le ton en défense et tout le monde a un surplus de confiance et d'énergie. Donc forcément, c'est galvanisant pour tout le monde. On oublie la fatigue dans ces moments-là? La fatigue, elle est toujours présente, surtout avec un gros match auparavant à Berlin. Mais forcément, quand on joue un dernier quart-temps contre le deuxième ex-aequo avec nous, et qu'on a un public pareil, on pense à gagner le match et les jambes un peu lourdes, on y pensera après. Mathieu, je reviens sur les points négatifs qu'il faut retenir à cette rencontre. Hein, j'insiste, ouais. mais c'est bon. J'ai apprécié la victoire quand même, il faut bien le dire. Voilà, dans les points négatifs, on a vu un Lideka quand même pas transcendant, Josh Carter qui paraît un petit peu dans le trou, Drew Joyce qui fait 6 passes mais qui porte pas en scoring. Est-ce qu'il y a un petit coup de mou pour ces joueurs? Est-ce qu'il ne faut pas s'attendre à plus par exemple avec Lideka? Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Moi je pense que alors déjà Drew Joyce, les points, lui c'est pas, j'ai envie de dire c'est pas vraiment un problème. Hein. Quand il marque des points, c'est bonus. Il est surtout attendu pour donner le ton en défense, chose qu'il fait toujours très bien. Il fait 6 passes encore, il est gestionnaire, il croque pas. Moi un meneur comme ça, surtout avec un Gibson qui va mettre les points lui quand il faut, je trouve la paire de meneurs très complémentaire et pour moi c'est pas du tout un problème que Drew Joyce ne marque pas. Après l'IDK, on le savait quand il a signé, à mon avis l'IDK il sera plus utile en Eurocup où le jeu à mon avis lui convient mieux. Il n'est pas forcément fait pour jouer sur jeu rapide. En face il y avait un client comme Youssouf Affal et aussi un profil comme Wilfried Yeguete qui convient pas forcément à un joueur comme l'IDK qui est beaucoup plus petit, qui est sur ressort. Donc l'IDK en proie, enfin moi je reste dubitatif après sur ce recrutement, même si il donne un coup de main en Eurocup, mais bon pour la proie c'est pas le profil à mon avis qui va sublimer le CSP. Et enfin Josh Carter lui pour moi c'est un peu plus problématique. Lui à mon avis il faut qu'il montre un petit peu plus. Surtout Conklin était blessé. On a de la chance d'avoir un Morancy qui fait bien le taf depuis quelques semaines. Josh Carter, on le savait quand il a signé, le jour où il met pas ses 3 points, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors il défend, il gâche pas de munitions, il croque pas, mais on attend quand même un peu plus d'un joueur qui doit être majeur pour le CSP. Mais Alex, toi, l'IDK, t'aurais préféré Fréjus à la place? Lui, il aurait préféré. J'aurais préféré Miro Bilan. Ouais. Non, mais il faut l'oublier. Oui, non, mais l'IDK. Alors moi, j'ai été étonné par l'IDK, notamment le match à domicile avant Berlin, où je trouvais qu'il avait des mains et ça m'a étonné même qu'il fasse certains moves. Et c'est vrai que là, je les ai pas retrouvés sur ce match-là. Après, comme dit Mathieu, j'ai eu très peur au début du match quand j'ai vu Youssouf Affal commencer à prendre le dessus et heureusement que Mme GT a sorti une grosse partie, mais j'ai eu un peu peur au départ. Je me suis dit on va se faire manger dans le secteur intérieur, surtout quand Conklin a dû sortir par rapport à sa blessure à la cheville. Je me suis dit oula, ça va être compliqué et Mme GT a sorti un gros match.
match. Morancy en ce moment, même si là il a eu un petit peu plus de mal, il marche sur l'eau en ce moment, il est très très bon. Donc ce qui me plaît, c'est de voir qu'il n'y a aucun joueur au-dessus de 30 minutes et que les rotations sont vraiment complémentaires. On parlait tout à l'heure de Drew Joyce, Danny Gibson, quand il y en a un qui score, voilà, et ça revient un petit peu à ce que disait Mathieu en début de saison, et il avait raison, ça m'embête de dire ça, mais il avait raison, quand il disait que Danny Gibson serait encore meilleur quand il aurait moins de temps de jeu par rapport à quand English était là, et ben c'est ce qui se passe en ce moment, avec le relais de Drew Joyce, et ben ça marche bien, et les rotations fonctionnent bien, donc c'est vraiment intéressant aussi. Jean-Baptiste, un petit mot sur Jean-Frédéric Morancy qui, depuis 2 matchs au moins, évolue pas mal en poste 4. Ça lui va bien finalement? Oui, ça lui va bien. Jeff, moi, personnellement, j'adore son jeu et son état d'esprit. Certes, c'est pas quelqu'un qu'on va remarquer directement parce qu'il va mettre 20 points, mais il a un abattage défensif incroyable. Il fait le sale boulot et libère certains, notamment en défense ou en attaque, et ça c'est ultra précieux pour une équipe. Et là, d'autant plus depuis certains matchs, il met des points et il est peut-être plus vu par certaines personnes, mais son abattage est là, et comme j'ai dit, il est très précieux pour l'équipe. Et voilà, c'est la fin du premier quart-temps, comme l'indique la sirène. On enchaîne donc avec Jean-Baptiste Maille, évidemment. Jean-Baptiste, première question que j'ai envie de poser, comment ça va? Tout simplement. Bah, ça va bien, ça va bien. Après, forcément, je serais mieux sur le terrain, mais ça va. Où en es-tu au niveau de ta rééducation? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a encore des douleurs? Combien de temps il te faut là maintenant pour déjà retrouver peut-être le terrain? Bah là, je reviens donc de Cap-Breton, où j'y étais pendant 3 semaines. Je me suis fait opérer début septembre, donc là, j'en suis un peu plus de 3 mois depuis l'opération. Je vais reprendre la course début janvier. Là, je peux faire quelques tirs, mais sans sauter. Je continue la musculation avec les kinés. Et voilà, c'est un long processus, c'est un long travail, et tous les jours, on essaie d'être meilleur que la veille. Donc, voilà, j'essaie de faire le maximum pour rejoindre mes coéquipiers. Quand tu te blesses, est-ce que tu sais tout de suite que c'est grave, ou est-ce que tu te dis, bon, on va attendre quand même le diagnostic? Bah, on sent qu'il y a quelque chose qui est bizarre quand même. Le genou, il part sur le côté, c'est jamais très bon. Donc forcément, on pense directement en croisé parce que c'est quand même la blessure un peu qu'on essaye d'éviter et qu'on redoute. Qu'on redoute, exactement, merci. Après, voilà, j'ai attendu quand même 1 ou 2 jours histoire d'avoir l'IRM, et puis bah, le verdict est tombé. Mais non, forcément, au début, on pense pas à ça. C'est la première grosse blessure de ta carrière? Ouais, la dernière. Et au moment où on a le diagnostic, on se dit, voilà, tu arrives de Pro B, tu signes au Limoges CSP, et là, tu n'as même pas commencé la saison, et déjà, tu es hors jeu. C'est dur à vivre. Moralement, tu n'as pas eu un coup moral là quand même? Bah forcément, on aspire à quelque chose d'autre quand on arrive dans un club comme ça, et de Pro B, mais surtout à jouer au basket. On cherche tous à jouer au basket. Là, on nous prive quand même, on prive de beaucoup de choses, notamment de l'Eurocup, de la saison. Donc voilà, après, c'est comme j'ai dit, c'est un long processus. Je travaille tous les jours pour revenir sur le parquet, et une fois que, de toute façon, que le verdict est tombé, je ne vais pas me pleurer ou m'apitoyer sur mon sort. Faut avancer. Donc voilà, c'est tous les jours devenir meilleur et pour revenir encore plus fort. Par rapport à ce qu'on t'avait dit au niveau du calendrier, tu es en retard, tu es en avance, tu es bien? Comment c'est? Non, je suis plutôt bien. Là, à Cap-Breton, du coup, j'ai fait un petit peu des tests sur la puissance musculaire que j'avais. Je récupère plutôt bien. Le chirurgien est content, les kinés sont contents. Donc, je suis plutôt en avance. Mais après, il n'y a pas d'avance ou il y a des délais incompressibles au niveau du ligament qu'il faut respecter. Donc, je respecte ça au maximum. Je travaille au maximum. Et puis, on verra quand je me sentirai bien, et avec le staff médical, quand ils me donneront leur aval pour rentrer sur le terrain. Souvent, les gens qui ont des grosses blessures comme ça, les sportifs, passent souvent à Cap-Breton, et pour eux, c'est toujours une étape importante. Cap-Breton, comment ça se passe là-bas? Est-ce qu'on est qu'avec des sportifs? Est-ce qu'il y a aussi des blessés de la vie, tout simplement? Comment ça se passe? Il y a majoritairement des sportifs. Il faut avoir un niveau sportif régional minimum pour y rentrer.
Après, on travaille tous les jours de 8h à 18h, on est encadré, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Tout est mis à disposition sur place. Et après, on rencontre beaucoup de personnes, et ça, je pense que c'est vraiment enrichissant pour notre vécu et sur soi-même, le travail qu'on fait sur soi-même, parce qu'on voit des gens qui sont vraiment dans une galère, il faut le dire. Et donc on sent que voilà, nous certes on a une blessure importante, mais d'autres personnes sont encore dans un état pire que nous. Donc voilà, ça nous apprend à beaucoup relativiser. Et ça permet aussi d'évacuer en quelque sorte, de voir d'autres personnes travailler en même temps que nous. Personnellement, il y a une rencontre qui t'a marqué plus qu'une autre sur ce séjour, ou un sportif ou pas Non, bah forcément, j'ai eu plus d'affinité avec certaines personnes, mais non, c'est un ensemble de rencontres. Voilà, et c'est un défilement, c'est pas, les gens se tournent. Toutes les semaines, il y a des nouvelles arrivées, donc on rencontre de très belles personnes et chacun a son histoire. Alex, une question ? Revenir dans une équipe qui ne tourne pas, qui est dans le dur, ça doit être compliqué. Est-ce que tu penses que c'est encore plus compliqué de revenir dans une équipe comme ça, qui tourne bien ? Bah non, pas du tout, il faut mieux rentrer dans une équipe qui gagne, ça c'est sûr. Et t'as pas peur justement que tout soit bien rodé et d'arriver dans une équipe rodée comme ça te fait pas peur ? Non, pas du tout. Enfin, j'espère que l'équipe sera encore mieux rodée en mars-avril, la date à peu près où je peux revenir, c'est ce qui veut dire que l'équipe a bien tourné toute l'année. Donc non, ce que je veux c'est que l'équipe gagne, et voilà, je ferai tout pour aider l'équipe au moment où je serai apte à jouer et redonner la confiance que m'a donné le coach. Ouais, puis ça doit être motivant un peu de revenir alors que le CSP est bien parti quand même pour décrocher les playoffs. C'est vrai que ça doit être un objectif un petit peu de pouvoir participer à ça, quoi. Totalement. Quand on voit tous les copains se battre sur le terrain, gagner des matchs comme à Berlin où ils font une prestation vraiment énorme, samedi où ils arrivent à revenir, c'est motivant et ça pousse encore à travailler encore plus fort pour revenir et être au niveau de ce qu'ils font en ce moment. Comme tu te blesses en cours avant le début de la saison, comment tu la vis un peu cette saison ? T'as le sentiment vraiment de faire partie du groupe, ou du coup t'es un peu de côté vu que t'as pas participé à un seul match officiel ? Moi je me sens dans l'équipe évidemment, et j'essaye de rester au plus près d'eux au quotidien, parce que outre le basket, il y a aussi une aventure humaine dans un groupe, et encore plus cette année où tout le monde s'entend très très bien, des joueurs au staff. Donc c'est une aventure humaine, donc j'essaye de rester au plus près d'eux. Au quotidien, je suis toujours dans la salle de toute façon à faire des soins avec le kiné ou avec le préparateur physique. Donc non, j'essaye au maximum de rester avec eux. Après certes, je suis pas là en déplacement, je suis pas sur le terrain avec eux, mais je reste sur le banc, donc je me sens dans l'équipe quand même. Ouais. Justement, en étant à la fois dans ce groupe, mais un petit peu en dehors aussi, de voir un œil extérieur, comment est-ce que tu vois ce club du Limoges CSP dans lequel tu es arrivé, la ville, les supporters, Beaublanc, etc. Comment est-ce que toi, tu vois tout ça ? Bah, c'est une ville basket, ça je vais apprendre rien à personne, et on le sent vraiment. On sent la ferveur des gens, la passion des gens, et c'est très très rare en France. J'ai pas non plus une expérience énorme dans tous les clubs, mais ici c'est quand même vraiment spécial, et on sait que pour avoir discuté avec beaucoup de monde, l'état d'esprit est vraiment important et ils le ressentent vraiment. Et même si je pense que l'année dernière le résultat c'était pas le résultat attendu, si l'état d'esprit avait été différent, ça aurait peut-être été une saison aussi différente et mieux perçue par les gens. Et là, le fait qu'on ait des bons résultats, que l'état d'esprit est présent, que tout le monde se batte, que la cohésion est bonne, bah, les gens sont très contents, et ça nous pousse, nous, encore à aller dans ce sens-là. Donc c'est une ville particulière, et de jouer ici, c'est vraiment génial. Jean-Baptiste, un dernier mot. La date de ton retour, tu te l'es fixée, on te l'a fixée. Comment tu parlais mars-avril, c'est dans ces eaux-là qu'il faut t'attendre ? Il n'y a rien qui est fixé. Mars-avril, c'est plus la zone qu'on dit entre... Voilà, les croisés, c'est 6-10 mois. Donc 9-10 mois, ça paraît beaucoup. Avant, mais ça sera quand je serai prêt. Et comme j'ai dit, avec l'accord du staff médical, du prépa et des coachs, je reviendrai quand moi je me sentirai bien. Mais il n'y a pas de date fixée ou de match limite à dire. On jouera là. On verra.
C'est la mi-temps, déjà, ça passe très vite. Et la mi-temps, c'est le moment pour les questions des internautes sur la page Facebook du Populaire du Centre. Et il y a une question de Thomas Sarr pour toi, Jean-Baptiste. Es-tu surpris par le début de saison du Limoges CSP? Penses-tu que Limoges peut faire un coup en Coupe d'Europe? Surpris, non. Les gens peuvent être surpris, mais quand on voit la qualité de travail qu'on a tous les jours depuis le début de saison et depuis la préparation, voilà, il y a du talent dans cette équipe. Tout le monde travaille dans le même sens et dans le bon sens. Donc non, pas surpris. Après, en Coupe d'Europe, il faudra déjà voir la poule dans laquelle on va tomber au top 16, mais il est évident qu'on peut faire quelque chose si on arrive à ce niveau-là. C'est qu'on est quand même sorti d'une poule assez compliquée et peu de gens nous prédisaient ça au début. Donc non, c'est très encourageant, donc il faut continuer dans ce sens-là. Donc on va suivre ça. Il y a des commentaires aussi, notamment Thomas Ranouna, qui parle d'un coaching parfait de Kyle Milling. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mathieu, du coaching parfait, soi-disant, de Kyle Milling? Ouais. Alors Kyle Milling, depuis le début de la saison, pour moi, il fait un super boulot, notamment au niveau de l'état d'esprit de l'équipe. Il a vraiment réussi à créer une alchimie assez rapidement. Hein. Si on regarde bien, pour une équipe remodelée à 90% dès le coup d'envoi de la saison, c'est assez impressionnant de se retrouver déjà deuxième de la saison régulière. Donc ça veut dire que déjà, il a bien bossé là-dessus, il a insufflé quelque chose, un état d'esprit, tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas pour lui enlever ses lauriers et tout ça. Je pense que c'est plus facile aujourd'hui de coacher le Limoges CSP. Alors c'est grâce à lui aussi parce qu'il a fait cette équipe, mais aujourd'hui on le voit, les bons résultats, il y a toujours quelqu'un qui sort du banc, qui apporte quelque chose. Un coup c'est Morancy, un coup c'est Gibson. Donc quand tout se passe bien comme ça, je pense que c'est pas le plus compliqué. Aujourd'hui, je pense que Kyle Milling, plutôt facile à coacher cette équipe. C'est quand même un coach rookie, hein. C'est la première fois qu'il est en Pro A. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alex? Finalement, il s'en sort plutôt bien. Est-ce que ça tient aussi, comme le dit Mathieu, au fait qu'il a une équipe facile à coacher? Grâce à lui. Hein, je suis pas entièrement d'accord avec Mathieu. Pas entièrement d'accord parce que il va y avoir bagarre. Non, je trouve que Kyle Milling, coach rookie, effectivement, mais alors non seulement je trouve qu'il fait les bons choix tactiques, techniques, mais je trouve qu'il fait aussi les bons choix dans sa communication. Que ce soit sa communication avec les joueurs, que ce soit sa communication extérieure également, envers la presse, envers ce qui peut dégager en fait. Il dégage une vraie sérénité, il dégage de la puissance, du courage, et même ce côté un petit peu parfois humoristique. Il prend, on l'a vu notamment en conférence de presse, des fois vraiment prendre les choses avec de l'autodérision, du second degré. Je trouve qu'il insuffle vraiment un coaching nouveau au Limoges CSP qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Alors pas du tout pour le coup, ça va être l'opposé de Duško Vujošević pour moi. Et je pense que les joueurs ils le ressentent aussi ça. Alors effectivement, c'est plus facile à coacher. Non, je pense pas que ça soit plus facile à coacher, dans le sens où l'état d'esprit, c'est aussi sa gestuelle, c'est aussi sa motivation il va le transmettre aux joueurs. Et tu sens que les joueurs, ils ont cet état d'esprit parce que le coach transmet aussi cet état d'esprit. Ah mais c'est pas en fait c'est complémentaire, hein, c'est pas. Après, c'est qu'au moment où c'était dur, rappelez-vous l'épisode English. Il s'est un petit peu oublié là quand même sur sa communication quand même, donc ça veut dire qu'il est peut-être pas forcément si serein que ça sur Edge English. En gros il a dit que c'était l'agent qui les avait trompés parce que on leur avait promis un meneur et c'était un arrière. C'est pas la meilleure sortie de sa carrière. Ça, hein, on est d'accord, Mathieu. Ouais, non, là il avait, c'était une période un peu plus délicate, justement, ce qui prouve qu'aujourd'hui où tout va bien, y a pas de problème. Hein, les bons résultats, c'est un cercle vertueux, donc tout s'enchaîne. Quoi. Oui, c'est vrai que après, regarde la communication qu'il avait eue par rapport à William Howard, par exemple. Quand il a dit, à un moment, il a fait une sortie où il te le dit à toi en plus, je crois, il te parle de William Howard en disant que c'est le meilleur poste 3 en ce moment en Europe. C'était à la sortie d'un match d'Eurocoupe et il dit il mérite l'équipe de France. Alors peut-être que d'un point de vue objectif, le meilleur poste 3 en Europe, d'un point de vue objectif, non. Il n'y a pas dit meilleur poste 3 en Europe, il a dit un des meilleurs postes 3 d'Eurocup. D'Eurocup, autant pour moi, c'est vrai, d'Eurocup. Mais même ça, objectivement, tu peux ne pas être d'accord avec lui. Mais quand tu as une communication comme ça, que tu t'appelles William Howard, que tu entends ton coach qui dit ça
ça te met un petit coup, tu vois. Mais on dit pas que sa communication est mauvaise. On dit juste que sur l'exemple d'Edgy English, où c'est une période qui arrive à une période où le CSP est un peu moins bien, je pense qu'il s'est un petit peu oublié. Bon, finalement, il a eu ce qu'il voulait. Il a eu Edgy English est parti et Drew Joyce est arrivé. Je pense que sa sortie où il dit on a été dupé, on nous a vendu un meneur alors que c'est un arrière. Bon, là, pour le coup, je pense qu'il aurait mieux fait de se taire. Mais au final, après... ça a donné quoi? Non, mais au final, il a raison. Après, où je trouve qu'il fait du bon boulot aussi, c'est qu'il a apporté tactiquement des prises à deux à l'intérieur qu'on voyait pas forcément ces dernières années, encore moins avec Vujocevic. Il y a des prises à deux, il y a des zones, il y a un peu de presse de temps en temps. Il y a quand même pas mal de variété en défense. Apparemment, il demande, moi je suis pas tacticien, mais il demande des choses assez spécifiques en défense. Et il y a de la variété, et ça c'est plaisant. Les zones presse, ça donne du rythme, ça plaît à Beaublanc. Donc il sait jouer avec ça. Et là-dessus, c'est vrai qu'il fait du bon boulot. D'ailleurs, Jean-Baptiste, toi qui regardes, apparemment défensivement c'est quand même assez spécifique. Ce qu'il demande, ça se fait pas forcément partout. Non, ça se fait pas partout, mais ce qu'il demande c'est très très cohérent et tout le monde y adhère et on le voit bien sur le terrain. Et comme vous l'avez dit, il a cette faculté à dynamiser les joueurs et à les motiver et en même temps il est très proche d'eux, il est très proche de nous. Donc voilà, tout le monde adhère à son discours et le boulot qu'il fait est très très bon. Et voilà, c'est la fin de cette mi-temps. On avait d'autres questions, mais malheureusement, la mi-temps est passée. Il faut revenir sur le terrain. C'est la reprise avec ce troisième quart-temps et un débat. Le débat, que faut-il faire de l'Eurocup, de cette fin de phase régulière de l'Eurocup? Le Limoges CSP, on le sait, est qualifié. Il lui reste 2 matchs à jouer. Ce soir, aux Partisans de Belgrade. Dans une semaine tout juste, face à Vilnius. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces 2 matchs qui comptent pour du beurre? On les joue à fond? Est-ce qu'on en profite pour faire entrer ceux qui jouent un peu moins? Je pense à Timothée Basile peut-être par exemple. Jean-Baptiste, quand on est compétiteur, j'imagine qu'on a envie de jouer ces matchs à fond. Mais est-ce qu'on n'aurait pas tendance inconsciemment à en garder un petit peu sous la semelle? Non, je pense pas. Et la meilleure façon de préparer les matchs de championnat, c'est de bien jouer ceux d'Eurocup. Et donc ça commence ce soir. Si on commence à prendre le match un peu à la légère et à jouer en demi-teinte, après c'est compliqué de se remotiver et d'être sur les bons rails pour le match important qu'on aura à Dijon. Donc voilà, c'est un très bon match dans une très belle salle et je pense que tout le monde aura à cœur de briller ce soir. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mathieu, de ces matchs d'Eurocup là maintenant? Ils tombent mal, ils tombent bien Je suis un peu partagé en fait. Je me dis que c'est important de bien les jouer dans le sens où le CSP est sur une dynamique de victoire. Ils sont sur 6 victoires d'affilée. Donc la victoire appelle la victoire. On l'a vu face au Mans. Peut-être que s'il n'y avait pas eu cette série avant, peut-être que les joueurs n'auraient pas été cherchés au fond d'eux-mêmes pour la continuer. Donc c'est important de gagner. Après, ce soir, il n'y aura pas Conklin. Moi, je pense que c'est important aussi de relancer peut-être un Josh Carter sur le poste 4. Donc, je pense que Kyle Milling, il va penser à tout ça. Je pense que depuis le début de la saison, il essaye d'équilibrer les temps de jeu. Donc, là-dessus, il n'y a pas de raison que ça change. Après, je pense aussi que le CSP, qui a été invité en Eurocup, quelque part, ils vont avoir à cœur d'afficher un bon bilan à la fin de la première phase. Je pense que c'est important de justifier quelque part cette invitation. Il vaut mieux se qualifier large plutôt que ric-rac et tout ça. Donc là-dessus, je pense que c'est important. Après, où on verra bien, c'est sur le match des 26 et 27, où le CSP joue d'abord Vilnius et après Bourg-en-Bresse. Là, pour moi, Vilnius ne doit pas être une priorité parce que quelque part, on a regardé un peu les poules, peu importe de finir 3e ou 4e, ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Et pour l'instant, surtout, c'est très difficile à pronostiquer. Les poules à 2 journées de la fin, dans tous les autres groupes, c'est pas établi. Donc là, à ce moment-là, peut-être qu'il faudra faire un choix. Je pense que ce soir, l'important, c'est juste de rester dans la bonne dynamique pour bien aborder Dijon. Et après, on verra l'enchaînement Vilnius-Bourg-en-Bresse, suivant comment ça se passe. Alex, tu penses que ce match d'Eurocup peut être aussi l'occasion de faire jouer peut-être un peu plus un Timothée Basile qu'on a très peu vu, où il faut finalement pas casser cette dynamique de victoire en se disant on fait jouer le jeune 10-15 minutes et puis avec les risques que cela peut comporter au niveau du scoring? Moi je pense que c'est des matchs où il ne faut pas les lâcher parce que ça permet de garder du rythme, d'avoir des matchs comme ça. Ça permet également, comme vous le dites tous depuis le début, je pense de faire jouer des joueurs qui sont en manque de confiance, Josh Carter notamment,
peut-être donner un petit peu plus de temps de jeu à Lideka si c'est possible, Timothée Basile aussi, Jean-Frédéric Morancy, même si avec Conklin, bon voilà, comme on le disait, il va passer sur du poste 4 un petit peu plus, donc voilà, faut faire attention à ça, mais ça permet aussi à des joueurs peut-être de se relancer et ça permet aussi de concerner tout le groupe, de garder tout le groupe concerné, de faire jouer un Timothée Basile, de faire jouer un Josh Carter, même s'il est la tête un petit peu au fond du sac. Ça permet de garder tout le monde alerte, tout le monde vif et de dire ok les gars, on est un groupe et il y a un match contre Dijon, il y a un match d'Eurocoupe, tout le monde va être concerné. On va peut-être un petit peu plus tourner, il va y avoir le temps de jeu qui va peut-être être un petit peu plus réparti, mais tout le monde sera concerné. Plutôt que de rester sur quelque chose de fixe et de rester là-dessus, et où tu as des mecs qui peuvent lâcher parce qu'ils se disent ouais, en fait, je suis au fond du seau, ils me donnent pas ma chance. Non, je pense que... Ouais, mais en ce moment, en même temps, il donne sa chance à tout le monde. Tu regardes, les temps de jeu, ils sont établis. Oui, non, mais c'est vrai. Mais continuer là-dedans, je pense que... Et peut-être là, un petit peu plus, donner à Carter un petit peu plus, même si on voit qu'il est dans le mal. De toute façon, commençons à connaître Kyle Manning un petit peu. À mon avis, il va faire en sorte de gagner ce match à Belgrade. S'il y a moyen de le gagner, ils vont chercher à le gagner. Ça, c'est clair. Après, je pense que le match, la physionomie du match, Dicteur a sa façon de coacher. Et je pense qu'il prendra pas de risque. Ça m'étonnerait qu'il fasse jouer un joueur 35 minutes pour gagner le match à tout prix s'il n'y a pas moyen avant d'aller à Dijon, sachant qu'en plus le CSP fera Belgrade, Genève et ira directement à Dijon, donc ça va encore être court au niveau repos, ça va être très court pour préparer le match de Dijon, donc à mon avis il va répartir les temps de jeu, mais finalement comme il fait depuis le début de la saison, hein, plus ou moins. C'est pas sa philosophie de façon de faire jouer quelqu'un 35 minutes, on le voit bien depuis le début de saison. Tout le monde joue, tout le monde est impliqué et c'est pour ça justement que chaque match, quelqu'un qui sort du banc est performant. C'est parce que tout le monde, depuis le début de saison, est impliqué et a confiance. Quel peut être le discours de Kyle Manning ce soir? Il va dire, les gars, on joue à fond? Ou est-ce que, parce que vous rencontrez quand même le dernier de la poule, on a presque envie de penser que ça va être le match le plus facile de la semaine. Est-ce qu'on se trompe ou pas? C'est quand même Belgrade à Belgrade. Hein, oui, mais Belgrade qui est éliminé, Belgrade qui a perdu chez lui contre Bilbao. C'est sûr, mais... C'est quand même une salle particulière et si avec elle va pas être pleine et les gens vont pas venir pour voir ce match. Ça je sais pas, mais c'est quand même une salle particulière où tout le monde a envie de briller là-bas et quand on voit les vidéos, tout le monde a vu les vidéos un peu qui circulent de l'ambiance. Forcément, même s'il y a un match samedi, tout le monde va gagner là-bas. Oui, alors il faut gagner là-bas, vous pouvez gagner là-bas, mais je reviens à ma question, est-ce que finalement ça sera peut-être pas encore plus dur finalement à Dijon qui va attendre Limoges avec beaucoup d'ambition parce qu'ils font une saison plutôt correcte. Hein. Correct. Oui, puis ils se battent pour une place en Leaders Cup, voilà. Surtout. Donc il est évident que le match à Dijon va être compliqué. Après, on peut pas balancer un match comme ça ou le jouer en demi-teinte et espérer être performant sur le match 3 jours après. Ça paraît inconcevable. Donc être concentré et impliqué, c'est la meilleure façon de préparer le match d'après. Et si on pense directement au match d'après, on va pas penser à ce soir. Donc non, il faut préparer ce soir et dans 3 jours, on verra ce qui se passera. Donc on va parler des matchs d'encore un peu plus loin. Là, on va parler du dernier match du tour principal d'Eurocup. Donc ça sera Vilnius dans une semaine exactement à Beaublanc avec un match dès le lendemain. Contre Bourg-en-Bresse, c'est toujours à Beaublanc, donc il n'y aura pas de déplacement. Didier Dobels, qui était là il y a 15 jours, nous disait que les joueurs, pour eux, ça ne pose absolument aucun problème de jouer 2 jours d'affilée. Non, ça pose pas de souci, parce que bien sûr, on préfère jouer. Après, c'est quand même un cas assez unique de jouer, après les 2 matchs le même jour, de jouer un match le lendemain, c'est quand même dans une même saison en plus. Je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire du basket, donc... Mais aux États, ça prépare à l'NBA. Même 2 matchs le même jour, je suis pas sûr qu'ils fassent ça. Voilà, mais la comparaison vaut ce qu'elle vaut. Mais bon, en NBA, ils ont des matchs qui sont plus longs qu'en Pro A. Ils jouent avec des déplacements pas possibles. Ils jouent parfois 3 jours d'affilée. Donc pourquoi vous jouer 2 jours d'affilée, ça poserait un souci? Je suis entièrement d'accord avec vous. Ça va pas poser de problème, on va gagner les 2 matchs et puis on n'en parlera plus après. Voilà. Mais il n'y a pas, dire par exemple sur le match contre Bourg, on a manqué de fraîcheur à la fin du match, on pourrait l'entendre ça ou pas?
Non, parce qu'on va gagner, donc on ne dira pas ça. Voilà, ça va. Imbattable. Mathieu, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'en pense ce que je disais tout à l'heure. De toute façon, je pense que le match de Vilnius sera pas le plus important. Après, oui, on compare avec la NBA, sauf que en NBA, bon, les mecs sont habitués. Les mecs, bon, là, la question se pose pas parce que les 2 matchs sont à domicile, mais en NBA, ils voyagent souvent dans d'autres conditions que les joueurs du Limoges SP ou que même les joueurs de Pro A. Il y a de la récup, les effectifs sont longs, ils jouent pas tous les matchs à fond. Hein. Quand c'est en back-to-back, Non, comme ça, ça, c'est sûr. ça se transforme souvent en fin de match, un peu façon Harlem Globetrotters. Donc C'est pas du basket. Hein C'est pas du basket. Non, c'est pas. Il y a des fins de match. Il y a des fins de match Ou où des fois, effectivement c'est pas du basket. C'est même pas les fins de match, c'est tout le Ouais, match. des fois c'est tout le match. Donc la comparaison, voilà, elle est difficile à faire. Après, comme le disait Jean-Baptiste, tous les joueurs, ils préfèrent jouer que s'entraîner. Hein. Donc en plus, ce sera à Beaublanc. Moi, je pense pas que ce soit vraiment un gros problème. Donc il faudra surtout battre Bourg le lendemain. Et ça sera peut-être plus compliqué, Alex. D'une, je pense que Bourg qui vient de taper Strasbourg. Hein. oui, c'est pas un Lasvel. souci pour Lasvel, pardon. c'est pas un souci pour eux de jouer en back-to-back comme ça. Surtout dans la configuration, ça aurait été beaucoup plus compliqué si le match contre Vilnius avait été décisif. Là, t'étais dans le dur. Là, t'avais des gros casse-têtes et Kyle Milling avait du mal à dormir la veille. Là, bon, voilà, t'as ce joker du fait que tu sais que le lendemain t'as Bourg-en-Bresse en Pro A et que Vilnius. Ils sont sympathiques, mais Ils seront déjà qualifiés voilà, aussi en plus. Hein, ça donc, va être un petit match à la cool à Beaublanc. En fait, sortie de Noël, ils avaient mis une belle rouste à Limoges quand même au match sortie aller de quand même. Noël après la dinde, voilà, tranquille. On va faire un petit basket pour décompresser. Et voilà, on va décompresser maintenant 4e quart-temps, 4e et dernier quart-temps, pour parler plus spécifiquement de la Pro A et de ce Limoges CSP qui est aujourd'hui seul 2e du classement. Est-ce que Limoges va rester dans cette position, va rester sur le podium jusqu'à la fin de la saison? Jean-Baptiste, toi, qu'est-ce que tu en penses? On n'a pas encore terminé les matchs allés, mais bon, voilà, il y a quand même certains signaux qui sont plutôt encourageants. Oui, c'est sûr, il y a beaucoup de points positifs dans ce qu'on fait depuis le début de saison, et notamment le fait qu'on joue aussi 2 matchs par semaine. Donc voilà, tout le monde est impliqué, et si on reste dans cette même ligne de conduite, il n'y a aucune raison pour que ça se passe autrement. Donc faut continuer de travailler dans ce sens-là, et tout va bien se passer pour nous. Mathieu, Limoges CSP, 2e, voire 1er du classement de la phase régulière, c'est envisageable? Premier, je sais pas. Il y a Monaco qui a une belle équipe. Il y a des équipes comme Strasbourg, Lasvel qui jouent aussi 2 matchs par semaine, qui pour moi sur le papier ont un meilleur effectif, ont peut-être plus de talent que ce CSP. Après, je vois Limoges, moi, faire une grande saison régulière. Je ne sais pas ce qu'ils feront en play-off. Pour l'instant, je suis un peu plus dubitatif pour les play-offs, mais je les vois vraiment faire une bonne saison régulière parce que Kyle Manning, voilà, il fait jouer tout le monde 25 minutes. Il y a un vrai bon état d'esprit. Donc, je pense que ça va être une équipe difficile vraiment à battre. Après, les play-offs, c'est une autre compétition, mais je les vois finir très haut dans la saison régulière. J'aurais pas dit ça, honnêtement, j'aurais pas dit ça cet été, mais là, actuellement, sur ce qu'on voit, je les vois finir assez haut. Alex, ce qu'on voit aussi, c'est que Limoges progresse de match en match. Et ça aussi, c'est quand même encourageant parce qu'on les voit monter en régime, en fait. C'est vrai que le début de saison, avec l'épisode English, a été mis peut-être un peu de sable dans les rouages. Mais là, maintenant, on voit que ça commence à tourner. On voit que ça prend de plus en plus de confiance, que collectivement, ça commence à rouler. C'est quand même intéressant. On en est finalement qu'au mois de décembre. Ça tourne. Ça prend de la confiance. Je ne pense pas première place, fin de saison régulière, ça va être compliqué. Dans les 4 premières, oui, je le vois comme ça. Mais moi, tous les voyants sont au vert, ça tourne bien. Ce qui me fait un petit peu peur, entre guillemets, pas que ça me fasse peur, ça ne m'empêche pas de dormir, mais le truc, c'est qu'en ce moment, il y a toujours quelqu'un qui arrive à sortir du bois à un moment, quand l'équipe va mal. Là, on parlait tout à l'heure, Gibson est un relais parfait avec Drew Joyce. Même GT là sort un gros match. L'IDK, Conklin s'est blessé. L'IDK était un petit peu plus dans le dur. Le jour où va pas y avoir ce moment où il y en a un qui sort du bois comme ça et qui va réussir à un petit peu porter l'équipe, ça peut être plus compliqué. Parce que là, Danny Gibson qui sort 16 points à tous les matchs,
je pense pas que ça va se passer comme ça toute la saison. Donc s'il n'y a pas un relais à un moment de quelqu'un qui sort du bois avec Axel Bouteille par exemple, à un moment, je me rappelle, il va chercher le rebond offensif dans le troisième quart, je crois, quart-temps. S'il n'y en a pas un qui sort du bois comme ça à chaque fois, ça peut être plus compliqué. Mais est-ce que c'est pas ça justement la force d'une bonne équipe, que chaque joueur peut sortir de sa boîte à tout moment, et on le voit à chaque match, c'est chaque match un joueur différent et plusieurs à chaque fois. Donc je pense qu'il vaut mieux tenir comme Limoges plutôt que Le Mans qui a tenu son match beaucoup avec Chris Lofton, et qui a pas trouvé beaucoup de, et qui a pas trouvé de relais derrière, alors que Limoges effectivement a cette possibilité, cette palette là. Mais avant la fin de la phase régulière, Jean-Baptiste, il y aura aussi la Leaders Cup. Limoges a pratiquement les deux pieds à la Leaders Cup. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette compétition qui rapporte même pas une place en Coupe d'Europe? Bon, c'est un titre, faut aller jouer 3 matchs en 3 jours, hein, c'est à peu près ça. Quart de finale, demi-finale, finale chez Mickey. C'est une compétition qui est intéressante quand on est joueur ou pas? Bah oui, parce qu'on peut gagner un titre, comme tu l'as dit, et dès qu'on peut gagner un titre, un joueur est intéressé. Donc on avait 4 compétitions à jouer, on a été éliminé d'une, la Coupe de France. Il nous en reste 3 encore et on est qualifié dans les 3, donc, enfin sûrement qualifié avec grande chance pour les Leaders Cup. Donc on va la jouer à fond et essayer de la gagner, évidemment. Mathieu, aller se crever la paillasse chez Mickey, c'est intéressant, à part pour toi, hein, qui bah va faire du manège, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, c'est plus intéressant pour les journalistes que pour les joueurs. Chaque début de saison, il dit les gars, allez à la Leaders Cup, parce que moi, j'ai noté ça. Le train de la mine, voilà. J'ai noté la sortie. Ça, c'est ma compétition. Moi, la Leaders Cup, tous les supporters Limougeaux la détestent. Moi, je l'adore. Hein. On arrive là-bas, la Ligue te file un petit pass pour les 3 jours chez Mickey. Tu fais le train de la mine, Space Mountain et compagnie. Généralement, le CSP, c'est scandaleux. Le CSP prend sa doudoune dès le premier match, tu vois. Donc, tu regardes du basket, tu vois les collègues et tu fais le train de la mine. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Accessoirement, il y aura peut-être un peu de basket quand même, et peut-être le Limoges CSP en pour lice. parler basket, généralement, de coutume, le CSP, en gros, c'est la Leaders Cup, c'est pour les joueurs. Il n'y a pas vraiment d'objectif. J'en ai parlé avec Olivier Bourguin, lui il s'en fout. Frédéric Fortet, à mon avis, il s'en fout. Kyle Minning, à mon avis, il va dire aux joueurs, les gars, c'est votre compète, vous faites ce que vous voulez. Bon, les dernières années, on a vu, hein, on a pris une doudoune dès le premier match, et puis voilà. Donc, je pense qu'il faut la jouer sans se prendre la tête. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Si ça passe, si ça rigole, tant mieux. Si ça perd, tant pis. Honnêtement, c'est pas très intéressant. Il y a un petit chécos à gagner, quoi, mais c'est bien tout, quoi. Donc, après ça reste un titre, mais bon, pas plus sur la Leaders Cup. Non, moi, ce que je voulais juste revenir sur le petit bémol, peut-être pour la saison régulière, c'est que le CSP a déjà utilisé, mine de rien, c'est 15 contrats sur 16. Donc là, on voit qu'il est à l'abri de rien. Brian Conklin s'est blessé face au Mans samedi. Donc, a priori, c'est pas trop grave, mais ça montre bien quand même que sa marge de manœuvre est plutôt réduite. Donc ça peut dépendre aussi des blessures, d'éventuelles blessures ou quoi, cette fin de saison régulière. Non, sachant qu'a priori, il y aura un retour de blessure quand même au printemps. Hein, donc Jean-Baptiste. Ouais. Donc ça, c'est quand même un plus sur l'équipe. C'est un ce risque, sera tu notre penses budgéteur. Ouais. Notre budgéteur. C'est ce qu'évoque Mathieu. Hein, il reste un contrat pour Limoges SP. Ça le met sur le fil du rasoir un peu sur une fin de saison, sachant que effectivement, on peut recruter que jusqu'au fin février. Et que derrière, la fin des playoffs, c'est du mi-juin, quoi. Donc ça fait encore très très long derrière. Oui, c'est long. Après, si on regarde sur les contrats qui ont été utilisés, il n'y a qu'un seul contrat qui a été utilisé pour pallier une blessure. C'est surtout des ajustements faits pour des joueurs. On est très bien préparé avec Franck, le préparateur physique, et on a un staff médical, notamment Xavier, au top. Donc voilà, ils font tout pour qu'on soit dans les meilleures conditions. Et il y a notamment un gros travail sur la prévention des blessures. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'aussi on est dans une très bonne forme quand certaines équipes commencent un peu à plonger. Et on le voit sur le dernier carton contre Le Mans. Il commence à être entamé physiquement et nous on ose le temps défensivement. Et il y a un travail derrière ça. C'est pas on claque des doigts et on arrive au top au dernier carton. Donc c'est un travail de fond et ces contrats, on verra bien. Mais l'objectif, c'est pas que quelqu'un se pète. Au contraire, que tout le monde soit
en très bonne forme. Après, tu regardes Le Mans, juste, il joue à, je sais pas combien il joue à 8-9. Hein. C'est ça. Que toi, t'as pas un joueur au-dessus de 27 minutes, Kenny Hayes. Le Mans, Eric Barteshiki, faudrait peut-être voir, mais il n'y a pas les mêmes rotations. Donc le fait de jouer l'Eurocup quelque part, c'est vrai que ça accumule t'accumules de la fatigue et tout ça, mais t'as quand même un effectif qui a été construit pour jouer sur les deux tableaux. Donc tant que tu joues 25 minutes, après, il n'y a pas de problème. Après, la blessure, évidemment, c'est pas quelque chose que tu peux prévoir. Là, c'est indépendant. Donc, c'est le petit bémol, mais ça veut pas dire que le CSP va pas finir bien la saison régulière. Oui, d'autant qu'il va récupérer Jean-Baptiste Maille, on l'a dit, et sans doute Fréjus Zerbo aussi, un de ces jours. Il va peut-être revenir, Fréjus, quand même. À Monaco, bon. il va revenir. Alors, déjà, Fréjus Zerbo, il y en a beaucoup qui pensaient que sa blessure était diplomatique. Sa blessure a absolument rien de diplomatique. Non, mais on l'a lu, je l'ai entendu, on m'a demandé. Non, elle a absolument rien de diplomatique. Ce qui s'est passé, c'est parce que les gens sont surpris, des fois, pour une simple béquille, c'est vrai que ça dure hyper longtemps. En fait, il a reçu une béquille à Cholet. Le staff n'a pas eu le temps vraiment de mesurer, il partait direct à Vilnius, n'a pas eu le temps de vraiment mesurer l'importance de la béquille. Du coup, il prend l'avion, chose très mauvaise en fait. Moi, je n'ai pas tout vu, hein, on me l'a expliqué. Chose très très mauvaise à ne pas faire quand t'as une béquille, mais bon, il savait pas. Ça n'a pas arrangé du tout son hématome, qui était très très important. Donc du coup, il est vraiment arrêté. Fréjus Zerbo, il est vraiment blessé. Alors après, Monaco, c'est un dossier visiblement compliqué. Aux dernières nouvelles, il serait Sekeda. Non. Docteur Marot, merci de cette rubrique. Je vous en prie. Nous arrivons sur la fin de ce CSP Time avec les tops et les flops. Et comme de coutume maintenant, la coutume que j'ai instaurée, les tops et les flops, c'est moi qui vais commencer pour ne pas me les faire piquer comme c'est déjà arrivé. Mon top, c'est Danny Gibson qui à Berlin et contre Le Mans a été décisif. Il a été clutch. Et on voit qu'il joue beaucoup moins depuis l'arrivée de Drew Joyce. Mais s'il continue à jouer comme ça, ben, on prend évidemment. Vas-y Danny, continue comme ça. C'est parfait. Mon flop, c'est Michael Riley, que j'ai trouvé tellement triste samedi soir. Voilà, il n'a été que l'ombre du fantastique joueur que c'était. Il avait déjà été beaucoup à la peine l'année dernière à Nanterre. Il y arrive au Mans et il n'est pas parti pour faire péter les compteurs non plus. Voilà, c'est triste quand même qu'un grand joueur finisse sa carrière comme ça. Il est peut-être pas fini, mais bon, c'est vrai qu'il est pas sur la pente ascendante. Ça fait quand même 2 ans que ça traîne. Hein, il était transparent, c'est hallucinant. Et vu le talent du joueur, et on se souvient Mathieu, les playoffs quand il était avec Dijon, là il y avait quand même un joueur énorme. Et voilà, donc énorme, là aujourd'hui on est assez loin du compte. Pourtant, hygiène de vie irréprochable. Il paraît, ouais. C'est ça. Jean-Baptiste, un coup de cœur, un coup de gueule. Coup de cœur, la qualification et notre début de saison. Je pense que pas grand monde nous attendait à ce niveau-là et donc c'est un vrai coup de cœur et c'est très encourageant pour la suite de la saison. Coup de gueule, je dirais. Donc avec notre début de saison, il y a quand même des joueurs qui émergent de ça et la non-sélection All-Star Game de deux de mes coéquipiers, notamment Axel et Mam. C'est vrai que ça m'embête un petit peu, donc voilà, c'est un peu mon coup de gueule. Ils sont très performants depuis le début de saison et ne pas les voir sélectionnés. Après, ceux qui sont sélectionnés méritent leur place aussi, il n'y a pas de souci. C'est pas comme ça, mais voilà, c'est Axel et Mam. Je pense qu'en plus de William, ça aurait encore plus montré notre bon début de saison et c'est un peu dommage. Voilà, c'est dit. Alex, ton top et ton flop? Mon top, c'est William Howard. Ça a déjà été depuis le début de la saison, mais je remets parce que mais parce que je trouve que ce que fait ce joueur, il est en progression. Je me suis un peu pris avec Mathieu Marot d'ailleurs sur Twitter parce que je trouve aberrant qu'il n'ait pas été encore nominé dans les trophées des joueurs du mois de la LNB quand je vois certains. Ça me paraît aberrant. Donc lui, c'est mon top parce que vu que les autres veulent pas le mettre en top, moi je vais le mettre en top. Voilà. Tout le monde adore William Howard. Mais oui, non mais d'accord, mais tu l'as pas vu. Est-ce que tu l'as vu une fois être nominé dans les 3 des trophées? Je regarde pas ça. Bah voilà, il n'y a pas été. Donc c'est un scandale. Que font les supporters du Limoges CSP? Ils votent pas là sur des coups comme ça là?
pas sur les 3. Ah, quand ils sont, une fois qu'ils sont nominés. Voilà, faut qu'ils soient nominés. Ils sont Mais c'est même- pour ça ils qu'on même n'est pas pas- nommé, parce que sinon on gagne à chaque fois. Même donc, pas nommés. Avec un peu de chance, on ferait gagner Jean-Baptiste Maille, quoi. Donc, les mecs, ils ont arrêté les on conneries, peut y quoi. croire. Allez, on y croit. Donc je le mets en top et en flop le petit tweet de la LNB par rapport à la qualification des clubs français en Eurocoupe. Quand on sait toutes les histoires qu'il y a eu, Eurocoupe, Euroleague, Champions League, machin, aujourd'hui s'en satisfaire comme si de rien n'était, je trouve ça... En même temps, ils auraient. peu Alors, ironique. je veux pas les défendre, mais ils auraient rien envoyé, on leur serait tombé dessus. Ils envoient, on leur tombe dessus quand même. Mais non, mais c'est un peu la C'est poêle- leur destin. C'est un peu la poêle qui se fout du chaudron, tu vois. C'est Ouais, je vois, voilà. ouais. Mathieu, à toi. Mon top, non, mon flop d'abord. Mon flop, ce sera pour les joueurs du Mans. Les joueurs du Mans, après le match, le dernier match contre le CSP, ils se sont plaints sur Twitter de l'arbitrage. Si. Ouais. Bah, alors, il y a eu peut-être faute sur le dunk de DJ Stephens à la fin, mais je sais pas, les joueurs du Mans, ils ont peut-être pas regardé la première mi-temps, quoi, parce que se plaindre de l'arbitrage après un tel match, franchement, il faut l'oser. Alors, je veux bien qu'ils avaient un peu les boules d'avoir perdu le match, mais j'ai trouvé ça un peu malvenu. Le top, ce sera pour Kyle Milling. Kyle Milling, on en a parlé pendant longtemps pendant l'émission. C'est vrai que c'est un mec qui fait du bien au Limoges CSP. Au-delà de son coaching, au-delà des bons résultats, c'est quelqu'un qui est tout simplement sympa. Déjà, c'est sympa de travailler avec lui. Il a une bonne com. Il a un peu d'humour anglo-saxon de temps en temps. Bon, c'est pas le mec le plus drôle de la terre, mais il en a un petit peu, quoi. Et franchement, c'est plaisant de bosser avec ce gars-là. Il a ramené un peu de sérénité, un peu de vie. Voilà, ça dépasse un peu le cadre du basket. Il fait beaucoup de bien au Limoges CSP. Terminé, le CSP Time numéro 6 vient de se terminer. Merci messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct sur la page Facebook du Populaire Sport. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site internet lepopulaire.fr. En tout cas, merci Jean-Baptiste, merci Alex, merci Mathieu. Merci à Stéphane Bellarbre et à la section audiovisuelle du lycée Maurice-Bastier, sans qui rien ne serait possible. Et rendez-vous maintenant l'année prochaine pour le 7e numéro de CSP Time. C'est parti, un petit générique, à bientôt. Il joue en bas. Voilà Maker ressort. À 3 points, Kyle McAlarney. C'est incroyable. 2 secondes C'est à jouer. incroyable. Le hold-up absolu. C'est Un hallucinant. 3 points. Voilà. Oh là 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 là. Le shoot de l'année de Pugitor. Que c'est beau le basket. Oh punaise que c'est beau.